Je laisse de côté les chapitres consternants de l'essai de Travny consacré aux relations entre Husserl et Heidegger, comme entre Heidegger et Arendt, où la niaiserie psychologique de Travny, digne d'un magazine féminin, le dispute au rapport de ragots invérifiables dont la pensée n'a que faire. On pourra multiplier jusqu'à demain les phrases antisémites ou ambivalentes de Heidegger, telle la formule sur les criminels planétaires, et il n'est pas impossible qu'on en découvre encore de nouvelles. Cela ne change rien à la cause de la pensée. L'erreur grossière de Peter Travny consiste à assimiler la pensée à la biologie, s'imaginant qu'elle puisse être contaminée par quelque idéologie que ce soit. Cette idée de la contamination de l'histoire de l'être est une interprétation délirante, pour des raisons qui tiennent à la fois à la nature de la pensée et à celle de l'antisémitisme. Pour autant, il n'est pas faux qu'il y a dans cette haine qui accable les Juifs depuis si longtemps, et qui a mené au XXe siècle à la tentative de leur extermination par le truchement de la technique, une énigme qu'on ne résoudra pas en se contentant de s'indigner de la malignité de l'antisémitisme. Il faut au contraire méditer et comprendre pourquoi, au moment du déchaînement le plus manifestement sauvage du nihilisme planétaire, ce sont les Juifs qui se sont trouvés être la cible privilégiée de cette rage techniquement organisée pour souiller et détruire tout ce qui est parole et vie de la parole. Pourquoi les Alliés, qui étaient au courant, ne sont pas intervenus plus tôt et n'ont pas interrompu le génocide en cours, alors qu'ils en avaient largement les moyens? C'est pareil aujourd'hui pour ce qui est en train de se passer à propos de populations entières génocidées. On aurait les moyens d'arrêter ça. On aurait tout à fait les moyens d'aller, les Occidentaux auraient tout à fait les moyens d'aller réduire l'État islamique. Pourquoi, en un mot, l'Occident a laissé périr ses Juifs sans véritablement s'en soucier? Ensorcelés jusqu'à la glotte, Peter Travny ne se pose jamais la question. Obnubilé par sa théorie de la contamination et ne songeant pas à celle heideggerienne, beaucoup plus subtile, de la Verzauberung, l'apparition abrupte du thème antisémite, comme dit Travny dans les textes de Heidegger, le laisse éberluer, comme seul un Allemand post-hitlérien peut l'être. Tout est ravalé par Travny au niveau d'opinion qui changerait et se modifierait, à celui d'une prise de conscience progressive, avec des formules consternantes de naïveté, voire de niaiserie et de grossièreté pour un habitué de la pensée heideggerienne. Tour de passe-passe rhétorique, nous dit-il, à propos d'Heidegger. La Weltjudentum doit lui être apparue. Je suis d'avis que la philosophie doit être disculpée, le philosophe, doit être disculpé de l'accusation d'être raciste. Il est ou il l'est pas, on s'en fout de l'avis de Travny. C'est des choses graves, il est d'avis qu'il doit être disculpé. Il est superflu d'ajouter qu'aux yeux de Heidegger, ce qui vaut pour Hölderlin vaut pour tous les Allemands, etc., etc. C'est parce que Travny ne comprend rien à l'essence de l'antisémitisme, c'est-à-dire à son type singulier de Verzauberung, qu'il ne parvient pas, et il l'avoue, à envisager la raison d'être des phrases antisémites de Heidegger, de sorte qu'il se laisse lui-même ensorceler par les notions qu'on ne trouve nulle part chez Heidegger, mais qui en revanche sonnent nettement nazis, de contamination et de manichéisme. Or, ce qui est comique, c'est que dans sa phobie de la contamination antisémite, Travny adopte non seulement un langage d'hygiéniste, usant de douteuses métaphores médicales, les cicatrices purulentes de la pensée, mais il multiplie les réflexes politiquement corrects ridicules, empressés de se justifier de l'accusation d'être lui-même raciste, chauvin, etc. Il en vient ainsi à s'excuser de penser que la traduction est une déperdition, ce que manifeste pourtant la version française délabrée de son essai Ensorcelé, que je lui souhaite mieux écrit en allemand, et il en profite pour sortir des énormités sur l'être qui, d'après une formule de Heidegger, peut être dit en toute langue. Voilà ce que nous dit Travny. La pensée de l'être n'est pas reliée à une langue déterminée. Ce que la phrase « ceci est une table » peut vouloir dire en rapport à « les », l'apostrophe « est », peut être dit dans toutes les langues, être comme existence, comme essence, comme vérité, etc. Quand bien même toutes les langues ne disposeraient pas du verbe substantivé « être ». Nein, Herr Travny. Être comme existence, essence, vérité, etc. ne saurait être dit que dans les langues irradiées par la métaphysique occidentale, mais ni en chinois, ni en pygmée baka, ni en hébreu biblique. Lorsque Heidegger écrit dans la parole d'Anaximandre que l'être parle partout et toujours au travers de toute langue, c'est sa phrase exacte, il ne veut pas dire pour autant que l'être parle en toute langue, la langue de l'être. C'est la raison pour laquelle Heidegger précise, dans notre langue, lorsqu'il explique dans la constitution ontothéologique de la métaphysique que le petit mot « est » qui parle partout dans notre langue et qui nous parle de l'être, là même où ce dernier n'est pas expressément en cause, ce petit mot renferme toute la dispensation de l'être.
Ça n'est valable que dans la langue de l'être. Toujours littéralement contaminé par sa propre idée de la contamination, Travny reste imperméable à la pensée du Kampf chez Heidegger, qui induit la dignité de l'adversaire, Gegner, et la bassesse de la haine, je vous l'ai montré tout à l'heure, et qui explique son aversion consciente et revendiquée pour l'antisémitisme. Le Kampf, selon Heidegger, n'a rien à voir avec celui de l'hitlérisme, auquel il refuse précisément pour cette raison de se confronter. C'est une des raisons qui permet d'expliquer pourquoi il a dédaigné les nazis finalement et qu'il ne leur a pas répliqué en permanence face à leurs attaques, l'attaque des nazis. Ainsi que cela transparaît, par exemple, dans une note des Carnets Noirs consacrée à son pire calomniateur, le philosophe nazi et antisémite Crick. On me demande toujours de nouveau pourquoi je ne réponds pas aux provocations, traduit comme ça, Anwürfe, coup de sonde, de M. Crick. Réponse, dit Heidegger. Je ne m'engage dans un combat qu'avec un adversaire, avec un grand A, semblé, pas avec les rodomontades de la médiocrité. Maul helden, rodomontade. Ein Maulhelder sein, être brave jusqu'au dégainé, n'avoir que de la gueule, dit le Saxe-Willat. Médiocrité, Mittelmäßigkeit. Dans une note en fin de son ouvrage, il était temps, Travny aborde la question d'une curieuse affinité, dit-il, entre la pensée de Heidegger et le judaïsme, laquelle a été indiquée et remarquée depuis longtemps déjà, en premier lieu par Marlène Zarader, puis méditée par moi-même et quelques autres. Mais comme Travny ne dispose que de sa rhétorique de cow-boy pour traiter cette énigmatique connivence, il le fait sur le vain mode de l'analogie approximative et de la comparaison superficielle. Messianisme et dernier Dieu, peuple éternel pour les Juifs, peuple élu pour les Allemands. Se faisant toujours obnubilé par la contamination, non, c'est plutôt l'inverse, peuple élu pour les Juifs, peuple éternel pour les Allemands. Il en vient à se poser la question de l'antisémitisme, niché dans cette proximité même de la pensée de Heidegger avec le judaïsme, dont j'ai assez montré à quel point il en est ignorant. Je ne connais pas la biographie de Peter Travny, l'histoire de sa famille pendant le nazisme, ni comment cela a pu le former ou le déformer. Cela ne me regarde pas et m'intéresse encore moins. Mais il est patent que les phrases antisémites de Heidegger dans les Carnets Noirs, qui ne sont pourtant pas les premières qu'on lui connaisse, ont tétanisé Travny au point de lui faire abandonner sa finesse de compréhension habituelle, telle en tout cas qu'elle se manifeste dans les articles du dictionnaire Heidegger qu'il a signé, afin de nouer son cordon sanitaire autour de ces quelques formules. Comme si lui, Travny, craignait plus que tout leur contagion. Il fait à son insu un aveu, à la fin de son essai, qui permet de comprendre pourquoi ce livre croule sous les questions idiotes sans jamais questionner vraiment, ce que j'appelle son perpetuum mobile. Est-ce que la radicalité caractéristique de cette pensée, qui souvent fascine, nous dit Travny, ne va pas au-delà du but de la philosophie, lorsqu'elle désire la purification de l'être? Cette radicalité est-elle l'origine de l'antisémitisme inscrit dans l'histoire de l'être? Il est probable que Travny a été lui-même fasciné, comme il le dit, autant dire ensorcelé, Bezauberung fascinatio, par l'antisémitisme de Heidegger au point de ne plus comprendre le b.a.-ba de la leçon de Heidegger, à savoir que le but de la philosophie, ce n'est pas la pensée, c'est le Gestell, c'est-à-dire en l'occurrence quelque chose d'aussi foncièrement peu heideggerien qu'un Martin Heidegger Institut. La philosophie ne pense pas davantage que le journalisme et la science. Heidegger a définitivement révoqué la philosophie occidentale pour ce qui est de la pensée, montrant qu'elle est intimement responsable du ravage de la technique. Et c'est cela, et nullement son antisémitisme, que ne lui pardonnent ni les philosophes, ni les journalistes, les mêmes quant à l'essence. Quoi qu'on en dise, la parole parle et n'en pense pas moins. Fuyez son écoute, et la déflagration de l'inquestionné pourrait bien vous revenir en pleine face. Ainsi de la rhétorique de cow-boy de Peter Travny, qui ne s'entend littéralement pas écrire, de sorte que par un effet boomerang, qu'on pourrait surnommer, un peu comme dans le cas de Lyotard, le contamineur contaminé, sa propre notion inquestionnée, la contamination, vient révéler ce qui, à son insu, a déclenché sa soudaine révulsion à l'égard d'une pensée qu'il était supposé aimer. La pensée de Heidegger. Je terminerai sur ce pensum qui fait office de symptôme de la différence entre connaître et penser, répondre et questionner par la remarque suivante. Peter Travny utilise le terme d'origine française contamination, de préférence au germanique Ansteckung, par exemple, contagion, contamination. Le mot qui n'apparaît jamais chez Heidegger, il faut le redire. Si l'on questionne le mot contamination, ce que Travny ne fait jamais, on s'aperçoit qu'avant de renvoyer au latin chrétien contaminatio, contact impur, souillure, il signifie
nous apprend le trésor de la langue française, le TLF, réputé vieux et hors d'usage. Contamination, réputé vieux et hors d'usage, et il s'applique au moins depuis 1492 à la religion mosaïque, autrement dit, au judaïsme. Je laisse les freudiens et les lacaniens parmi vous en tirer les conclusions qu'ils voudront. Dans le chapitre de son essai consacré à l'amour de Heidegger pour Hannah Arendt, Travny avoue son incompréhension pour l'incompréhension de Heidegger concernant, je cite, la douleur provoquée par la Shoah. Persuadé, Peter Travny, que par une sorte de contamination amoureuse, Heidegger devait être accessible à cette douleur. Nous sommes assurément voués aux suppositions, conclut Travny dans l'impasse. C'est que pas davantage que la pensée juive, le tramouette nommé Travny qui écrit et parle sans danger de ces choses si graves, ne saurait penser la tentative d'extermination des Juifs d'Europe et l'incommunicabilité de cette douleur, entre guillemets, comme il dit, comme de toute douleur humaine. Lorsque des milliers de personnes, de par le monde, s'imaginent faire un acte de sympathie au sens propre de souffrir avec, de bravoure et d'héroïsme, en collant une photo constituée de 3 mots qui ne veulent rien dire sur leur page Facebook, nous sommes intégralement dans l'affaire Zauberung. Le seul membre de ma famille à être revenu vivant d'Auschwitz est mon oncle, le mari de la sœur cadette de mon père. Il m'a confié récemment, il y a quelques mois, cette anecdote. De retour de déportation, à tous ceux qui lui demandaient de raconter son expérience, il rétorquait invariablement « Arrête de manger et de boire pendant 1 semaine et reviens me voir, là je te raconterai. » Mon oncle n'a pas eu besoin de lire les œuvres complètes de Martin Heidegger pour savoir que certaines paroles ne sauraient être partagées avec qui monte et descend dans le tramway du langage sans jamais se mettre en danger. Mon oncle a 87 ans aujourd'hui, il se nomme Charles Diamant, et depuis ma naissance, je le connais sous l'appellation de Charlie. Croyez que ce n'est pas à lui qu'on la ferait en perroquettant « Je suis Charlie ». Je voudrais terminer en rendant hommage à un contemporain de Heidegger, un immense penseur, un immense poète, chez qui l'ensorcellement fut un thème majeur. Et comme Heidegger, à la même époque, en pleine guerre, il a succombé lui aussi à l'ensorcellement antisémite, et il a su s'en extirper par la seule force de son génie. Vous aurez reconnu Antonin Artaud, qui affirmait dans sa conférence au Vieux-Colombier en janvier 1947 que l'existence de ce qu'on appelle les envoûtements ait été ou non scientifiquement démontrée, c'est le cadet de mes soucis. Les envoûtements existent parce que je l'ai vu et à mes yeux cela suffit comme preuve scientifique. D'ailleurs, c'est une affaire où la science n'a rien à voir, et ce pour 2 raisons. Premièrement, la première, qu'elle est incapable. Deuxièmement, la deuxième, qu'elle est incompétente. La troisième, parce que ce qu'on appelle la preuve scientifique d'une chose n'existe pas, étant donné qu'on appelle scientifique ce qui a été vu et peut être expérimentalement recommencé, ce qui est idiot. Et allez faire la preuve scientifique du génie de Gérard de Nerval ou de Baudelaire en leur demandant d'écrire un poème dans la caméra ou le micro. Je vous remercie.